Chose promise, chose due. J'ai promis de vous montrer le processus de création de mon application de trading. J'ai promis de documenter ce processus et de vous le partager au travers de vidéos, de documents, d'articles. Eh bien, c'est ce que je fais et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. On est au deuxième épisode de ce processus. J'avais déjà réalisé une première vidéo où je vous présentais le projet, où j'ai présenté une première version de l'application. Cette première version concerne l'analyse technique. Eh bien, je suis à la deuxième présentation vidéo de ce processus. Tout d'abord, je rappelle un peu le contexte. J'ai décidé de créer une application, une plateforme complète de trading qui va permettre à des investisseurs potentiels de pouvoir analyser les données, de prendre des décisions. Donc, cette plateforme va contenir, en fait, cette application va contenir plusieurs pages, à savoir une page d'analyse technique que j'ai déjà réalisée et déployée d'ailleurs, une page de prévision, une page de répartition de l'investissement, en tout cas du capital, qu'on appelle en anglais asset allocation, et une autre page de backtesting pour tester vos stratégies afin de les déployer en investissement réel. Donc, pourquoi je le fais? Parce que je suis vraiment passionné par le domaine de la finance, du trading algorithmique. Je suis convaincu que aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la programmation peuvent apporter beaucoup à ce monde et ça me passionne et c'est pour cela que j'ai décidé de créer cette application. Et d'ailleurs, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire des projets, de réaliser des projets. Ne vous contentez pas seulement de regarder des tutoriels, mais réaliser des projets concrets. Choisissez une problématique et travaillez là-dessus. Une problématique qui vous intéresse, bien sûr, qui vous passionne, et travaillez à fond là-dessus. C'est ce que je fais pour apprendre. Ce projet me permet de développer beaucoup de compétences. D'abord, la première compétence, c'est la recherche. D'accord? Je me documente beaucoup parce que je ne suis pas un spécialiste de la finance. Je n'ai pas fait des études en finance. Mais franchement, sans modestie aucune, je connais beaucoup de choses que même certains étudiants en finance de marché. Donc, tout cela, c'est grâce à la documentation. Et deuxième compétence, c'est que compétences techniques en programmation, je développe cela énormément parce que il faut, et bien évidemment, savoir programmer en Python. Donc, j'utilise la framework Streamlit et aussi en matière de gestion de projet, d'accord? En matière de gestion de projet, comment gérer un projet, voilà, je choisis de déployer lorsque quand même j'ai un minimum viable que je peux montrer. Et voilà, tout ça, ça me permet de savoir gérer un projet de bout en bout et plusieurs autres compétences. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième page, la page forecasting. Mais avant, j'aimerais quand même vous montrer l'organisation du code. Je ne vais pas rentrer en détail, mais j'aimerais quand même vous montrer comment j'organise mon code et ceci peut vous inspirer aujourd'hui. Je vous promets que je ferai d'autres vidéos beaucoup plus techniques où nous allons réaliser des tutoriels vraiment pour vous aider à comprendre comment tout ceci fonctionne. Alors, je travaille dans Visual Studio Code. J'ai créé mon environnement virtuel, j'ai installé les packages nécessaires. Et tout d'abord, première chose, c'est que j'ai créé un notebook que j'ai nommé Essai. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et ce notebook, en fait, c'est mon bac à sable, si je vais dire. C'est là où je peux rapidement écrire un code et voir le rendu du code. Voilà. Et avant d'aller le tester vraiment dans Streamlight. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par me documenter en analyse technique. Donc, j'ai fait un exemple. J'ai pris par exemple l'action IBM. J'ai réalisé le processus de bout en bout, voir comment je pouvais calculer les indicateurs techniques, voir les graphiques que je pouvais tracer, d'accord? Et une fois que j'ai compris le processus, maintenant, je vais coder dans un fichier Python, je vais coder mon application, donc la page analyse technique. Et en fait, je sais déjà à travers de ce processus dans le notebook quelles sont les entrées utilisateurs, quel contrôle je peux donner à l'utilisateur. Par exemple, euh, je peux donner à l'utilisateur de choisir l'action qu'il veut. Au lieu que ce soit IBM seulement, je lui donne la possibilité de choisir l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'ai même ajouté encore une particularité lorsque je codais, c'est que j'ai donné à l'utilisateur la possibilité de choisir son indice son indice boursier, d'accord? Entre le S&P 500, le CAC 40, le DAS, le FTSE 100 à Londres et la bourse de Tokyo, le Nikkei 225. Et quand il choisit ça, il peut choisir les actions qui appartiennent à cet indice boursier. D'accord? Et c'est pareil pour la page forecasting aussi, c'est ce que j'ai fait. Pour la page forecasting, je vous montre, j'ai choisi d'utiliser
Meta Prophète. Meta, c'est l'ex-Facebook. Et j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur ma chaîne sur ce package très intéressant pour réaliser en fait des modèles de prévision de séries temporelles. Donc Facebook, donc Meta l'utilise en son sein. Je pense que s'ils l'ont conçu et s'ils l'utilisent en son sein, c'est que c'est un bon truc. Et ce package utilise en arrière, en back-end, des algorithmes de machine learning et de deep learning qui vont vous permettre de réaliser votre modèle. Donc, pareil, dans mon notebook, j'ai fait le processus. J'ai choisi, par exemple, de réaliser le processus pour le Bitcoin, par exemple. J'ai construit le modèle, etc. J'ai créé les graphiques qu'il faut créer. Et maintenant, je suis allé coder dans le fichier Python dans Streamlit. Et j'ai fait pareil aussi pour mon deuxième processus de prévision avec AutoArima. Donc, AutoArima, voilà. AutoArima, j'ai utilisé la librairie PM d'Arima, d'accord, qui m'a permis d'utiliser la fonction AutoArima. Cette fonction va vous permettre en fait d'essayer plusieurs modèles Arima ou bien Sarima, donc selon le cas où vous choisissez de mettre la saisonnalité ou pas. Et pareil, j'ai regardé un peu les variables que je pouvais régler, donc les hyperparamètres que je peux régler. Donc ce sont ces hyperparamètres que je vais mettre comme entrée utilisateur au niveau de l'application. Je vais vous faire une démo de l'application tout de suite. Et donc, ça, c'est de la documentation. Si vous êtes en data science ou bien dans le domaine de l'intelligence artificielle et que vous ne savez pas vous documenter, je vous en prie, changez de domaine. Les personnes qui ne savent pas chercher, s'il vous plaît, c'est la compétence numéro un. Avant même de savoir programmer, avant toute autre chose, la recherche, c'est ça. Moi, j'ai la chance, j'ai fait un master de recherche. Et on m'a appris à faire de la recherche vraiment. Et aujourd'hui, c'est un atout pour moi. C'est l'atout numéro un pour moi. Je sais chercher l'information rapidement. Et quand je cherche, je trouve. Voilà, vous aussi, apprenez à chercher, s'il vous plaît. Avant de demander de l'aide, cherchez d'abord. Je vous en prie. Je parle surtout à ceux qui me suivent, à ceux qui sont dans mes différents groupes. S'il vous plaît, avant de venir me contacter ou bien de contacter n'importe qui, cherchez vous-même. Et quand vous ne trouvez pas, maintenant, vous pouvez demander. Mais quand vous cherchez vraiment, vous allez trouver, franchement. Donc, voilà, j'ai fait la documentation, j'ai identifié les hyperparamètres qu'on pouvait régler et je les mettrai en entrée utilisateur au niveau de l'application. Et donc, ça, c'est le notebook. Si vous avez un projet comme ça à faire, faites un notebook comme ça. Réalisez tout le processus avant d'aller coder dans un fichier Python. Maintenant, ça c'est dit. Maintenant, je vous montre les pages. Donc, pour chaque page, il y a un fichier Python. Par exemple, la page numéro 1, c'est analyse technique. Donc, c'est ça, je l'ai déjà réalisé. Voilà, tac, tac, tac. C'est un code de 136 lignes, c'est même pas beaucoup. Mais attention, il y a un autre fichier Python où j'ai stocké mes fonctions, d'accord, que j'ai appelé utile. Et dans ce fichier, j'ai stocké toutes mes fonctions. Et chacune des pages, par exemple, la page analyse technique, appelle ce fichier-là. Donc, vous regardez, from utile, importe toutes les fonctions, d'accord? Donc, il y a la page forecasting, je vais vous présenter ça un peu en détail tout de suite. Il y a la page asset allocation, voilà, je ne l'ai pas encore rempli, ça sera ma troisième étape, donc pour le troisième épisode. Et pour finir, le backtesting, d'accord? Et si vous avez des idées de ce que je peux encore ajouter dans cette application, dites-le moi en commentaire parce que je veux qu'elle soit la plus complète possible, d'accord? Et la page, le point d'entrée de mon application, c'est le fichier Home. Donc, c'est la page de bienvenue. Dans cette page, j'ai prévu un peu de mettre la documentation et la description de mon projet. Donc, la description, je ne l'ai pas encore remplie, mais j'ai déjà rempli la documentation pour la page analyse technique. Et bien sûr, c'est en anglais. Moi, j'aime bien coder en anglais, écrire tous mes trucs en anglais parce que, voilà, l'anglais, c'est partout, c'est passe-partout. C'est pas avec le français que vous irez partout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Même les francophones même le savent. Même les Français en France le savent. L'anglais, c'est primordial quand on est dans ce domaine-là de l'intelligence artificielle. Voilà. Et j'ai le point d'entrée, donc c'est le fichier home là, c'est la page d'accueil. Et j'ai un readme, voilà, parce que c'est connecté à GitHub, bien évidemment, et un document, voilà, c'est très important. Donc, à chaque fois que je vais putcher du code, je mets à jour ce document parce que dans le déploiement, il va utiliser ça, installer tous les paquets nécessaires pour que l'application puisse bien fonctionner. Alors, voilà comment j'organise un peu mon travail. Dites-moi en commentaire ce que vous faites quand vous avez de gros projets sur lesquels vous travaillez, comment vous organisez votre travail. Alors, maintenant, passons à la démo. Donc, je vais run l'application. Donc, tout simplement, hein, voilà, c'est le code Stream. La commande Streamlit Run Home.
point .py. C'est le point d'entrée que vous allez run, d'accord? Et lui, il va appeler toutes les pages de votre application. Donc, je l'exécute. Et l'application s'ouvrira dans mon navigateur par défaut. Donc, j'attends que ça s'ouvre. Voilà, je vais vous détailler un peu la page forecasting. Donc, en attendant que l'application s'ouvre, j'aimerais quand même vous montrer un peu le code. Et le code de la page forecasting est un peu long, c'est plus de 300, près de 350 lignes. C'est très simple quand même, pourtant, j'importe les librairies nécessaires. Voilà, l'application est en train de s'ouvrir. Je repars quand même. En attendant, je vais repartir sur le code. Voilà, je disais, j'importe les librairies. Je fais tout le process pour les entrées utilisateurs, surtout l'indice boursier, d'accord? Donc, j'ai créé les fonctions qui permettent de récupérer les données, d'accord, du S&P 500, du CAC 40, du DAX, du FTSE, du Nikkei. Et tout ça, c'est dans le fichier utile, d'accord? C'est dans le module utile. Donc, toutes mes fonctions sont là, je les importe. Et après ça, je vais faire les entrées utilisateurs. Je vais vous le montrer au niveau de l'application. Je fais les entrées utilisateurs. Là, j'ai le forecasting process, dans le processus de prévision. J'ai les entrées utilisateurs de Prophets. Donc, ici, je pense que je vais améliorer en mettant beaucoup d'autres choses parce que MetaProfit, c'est un logiciel vraiment très grand. C'est énorme. Et ça peut, en quelques lignes de code, vous pouvez créer un modèle Prophet de série temporelle. Mais ça a la particularité aussi que vous pouvez vraiment customiser votre modèle. Donc, quand vous avez vraiment une compréhension du package et une compréhension aussi des séries temporelles, vous pouvez vraiment customiser votre modèle en fonction du cas business que vous êtes en train d'étudier. Et donc, pour le moment, j'ai ajouté seulement quelques points, quelques entrées utilisateurs, quelques commandes à régler comme les change points, le pays, en fait, pour chaque pays, il faut pouvoir modéliser les jours de vacances, d'accord, les jours fériés, les country holidays, l'horizon de prévision, donc c'est quelque chose que l'utilisateur contrôle. Et après, il y a le bouton aussi pour télécharger le modèle. Donc, vous pouvez télécharger le modèle sous forme de fichier JSON et l'utiliser ultérieurement dans un notebook ou bien dans un autre processus. Pareil pour Arima. Donc, Arima, quand même, j'ai mis beaucoup de paramètres de contrôle tels que la saisonnalité, le critère d'information, est-ce que le modèle aura le coefficient d'intersection ou pas, le maximum d'itération. Voilà, j'ai mis des trucs que l'utilisateur peut contrôler. Et après, je rentre maintenant dans le processus de modélisation. Pour contrôler la réactivité, il faut bien entendu un bouton Run, d'accord? C'est quand ce bouton est exécuté que l'application tourne. Sinon, si vous ne faites pas ça, en tout cas, si je ne faisais pas ça, à chaque fois que l'utilisateur va modifier un petit truc, l'application va tourner. Étant donné que c'est beaucoup de processus en back-end, ce n'est pas optimal. Donc, il faut mettre un bouton Run. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bouton Run. Dans ce bouton Run aussi, je fais une condition sur le processus. Quand c'est Prophet qui est utilisé, et voilà, ça s'exécute, tac, 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 les choses s'exécutent, je vais vous montrer. Et quand c'est aussi Arima, donc Elif, modeling option égale auto Arima, le processus aussi s'exécute. Alors, je n'ai pas fini le processus d'auto Arima. Je suis en train de rencontrer une problématique. En fait, auto Arima n'est pas vraiment puissant pour modéliser les prix des actions en bourse. Franchement, il n'est pas très puissant parce que on parle de c'est un modèle autorégressif, d'accord? Donc, il n'est pas très puissant pour modéliser ce genre de phénomènes financiers, d'accord? Les modèles où il y a de l'intelligence artificielle derrière, donc du machine learning, bien du deep learning, sont plus adéquats pour ce genre de procès. Comme je l'ai remarqué avec Facebook, en fait, c'est beaucoup mieux. AutoArima, franchement, jusque-là, ça ne me donne pas un bon résultat et je pense que je vais même le supprimer. Donc, voilà un peu le code de la page forecasting. Je vous montre rapidement le rendu. Voici le rendu. Voilà. Donc, ça, c'est la page Home. Donc, je vous avais présenté ça dans le premier épisode. Documentation, c'est rempli. Il faut que je remplisse la documentation de la page forecasting. Ce sera le grand 2. La page analyse technique, je vous l'avais déjà présenté. Ça, c'est bon. Je ne pense pas que j'ai fait un temps de modifications lorsque j'ai déployé hier. Je ne pense pas. Et maintenant, la nouvelle page forecasting, d'accord, c'est que je vais vous présenter. Donc, ça ressemble un peu à la page analyse technique. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'indice boursier. Donc, par exemple, je laisse par défaut sur le S&P 500. Lorsque vous choisissez un indice boursier, les entreprises de cet indice-là apparaissent et vous pouvez choisir. Je vais choisir par exemple Apple. Je choisis la date de début d'études, d'accord, et la date de fin d'études. Donc, ça, c'est la période.
Et dans le processus de prévision, moi, je vais choisir par exemple de travailler avec Prophet. Avec Prophet, voilà les entrées utilisateurs. Vous pouvez spécifier le pourcentage des données de test, etc. Les change point range, euh, le pays. Là, on est aux États-Unis, donc je le laisse sur US, country holiday sur US. Il va modéliser les jours fériés aux États-Unis. Si je choisis le CAC 40, sachant que le CAC 40 c'est la bourse de Paris, il faut que je choisisse FRSI. DE c'est pour Allemagne, donc c'est le DAS. JP, c'est pour le Japon, donc c'est le Nikkei 225. Et GB, c'est pour la Grande-Bretagne, donc c'est le FTSE 100, la bourse de Londres. D'accord? L'horizon de prévision, par défaut, c'est sur un an parce que c'est un jour, donc 365. Je laisse ça comme ça. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de cocher la fonction, le bouton Download modèle. Si vous le cochez, dès que vous allez run, il va faire le processus et en même temps, vous téléchargez le modèle, vous sauvegardez le modèle. Dans un premier temps, on veut faire une expérimentation pour voir ce qui marche, peut-être bien régler ces hyperparamètres. Je tiens à rappeler que, franchement, Prophet a beaucoup de paramètres encore. Il faut que je me documente assez pour savoir comment les mettre. Donc, pour le moment, je ne vais pas le cocher. Je vais d'abord run. Donc, je choisis Prophet. Donc, je run. Et il va tourner et il va exécuter le processus de modélisation. Et si je suis satisfait, je viendrai cocher Download modèle et run à nouveau. Et vous allez voir, il va me télécharger le modèle. Donc, il commence par charger les données. Vous avez la possibilité de voir la data frame et même de le télécharger en format CSV, comme dans la page analyse technique. Je vous voyez le graphique du prix de clôture parce que c'est le prix de clôture qu'on modélise évidemment. Donc, le prix de clôture de Apple durant cette période-là. Vous avez le running prophet, dans le processus qui s'est exécuté, vous avez les données de prédiction. Quand je parle de données de prédiction ici, c'est les prédictions sur les données de test. D'accord? Parce qu'il fait une division en données de test et d'entraînement. Donc, les prédictions sur les données de test. D'accord? Vous allez voir comment votre modèle se comporte déjà. Après, vous avez les change points. Et vous pouvez même télécharger ces prédictions-là. Vous voyez, il y a beaucoup de colonnes qui sont créées, beaucoup de colonnes. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est le Y-hat, donc c'est la prédiction avec son intervalle de confiance. Donc le upper et le lower. C'est où déjà Y-hat lower, Y-hat upper. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc vous avez les valeurs prédites et les valeurs et l'intervalle de confiance. D'accord? La bonne supérieure, la bonne inférieure. Donc les autres, vous pouvez les décocher quoi. Donc si je décoche, tout ce que je décoche, ah attention. Dès que j'ai cliqué sur un, il est parti. Il faut que je règle ça. Il faut que je règle ça. C'est même très bien que je m'en aperçoive. Parce que supposons que l'utilisateur ne veut pas télécharger cette data frame avec toutes ces colonnes. D'accord? Il a le libre arbitre de sélectionner uniquement les colonnes qu'il veut. Et je viens de constater que quand je sélectionne ça, le processus s'interrompt. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir régler. Quelque chose que je vais devoir régler. Ou puis je le laisse comme ça, c'est-à-dire il télécharge tout. Donc je ne mets même plus ces colonnes-là, je ne vais plus les mettre. Il télécharge tout et après dans son processus ultérieur, c'est mieux d'avoir toutes les données quand même. Et dans son processus ultérieur, il peut sélectionner ce qu'il veut. D'accord? Sinon, dès qu'il clique là, le processus s'interrompt et c'est pas agréable aussi. Donc, il a la possibilité de télécharger au format CSV. D'accord? Après, vous avez les change points. Les change points, donc c'est les points où il y a des changements. D'accord? Donc, ces points-là sont très importants, voilà, parce que c'est ce qui va faire que, euh, comment je vais dire, le phénomène a changé, ou bien je vais dire la tendance a changé. Donc, c'est des trucs qui sont très importants aussi. Et Facebook, pour faire, a su les modéliser. Et quand il détecte un changement de point, il le marque en rouge, d'accord? Et c'est quelque chose que vous pouvez être amené à faire lorsque vous modélisez, par exemple, n'importe quel temporel, par exemple, la consommation de l'énergie d'un pays, etc., etc. Ça peut être intéressant de modéliser ça. Et ensuite, vous avez la possibilité de voir, d'afficher un graphique où vous avez les prix actuels et les prix prédits, évidemment, au niveau des données de test, parce qu'il faut regarder la performance du modèle au niveau des données de test. Et je vois que, franchement, le modèle n'est pas ouf, hein, parce que voilà ma courbe des, des, des prix prédits et voilà les prix réels en bleu. D'accord, on voit vraiment, c'est comme le jour et le soleil, quoi. Le jour et la nuit plutôt, excusez-moi. Donc, justement, quand vous voyez ça, vous revenez au niveau des paramètres, vous réglez ce que vous voulez et vous run, vous exécutez à nouveau.
et pour voir si ça s'améliore ou pas. Vraiment, c'est euh, une évaluation de performance visuelle. Je pense que je vais ajouter quand même une métrique d'évaluation quand même ici, quelque part ici. Ça serait intéressant. Ouais. Donc, voilà, c'est bien. En fait, je vous fais comme ça. C'est des idées que j'avais déjà bien entendues, mais j'ai fait le choix de ne pas tous les mettre parce que je veux vous dire en fait une chose. Lorsque vous travaillez dans le cadre d'une entreprise, vous présentez votre produit, donc vous présentez l'application aux parties prenantes. C'est elles qui vont vous donner le feedback pour dire, ah, nous, on aimerait que ça soit ici, nous, on aimerait que tu ajoutes ça. Et vous aussi, en présentant, vous pouvez avoir des idées d'amélioration. D'accord? Un produit n'est jamais parfait à 100% d'un premier coup. D'accord? Donc, en présentant comme ça, en vous présentant, je me rends compte des choses que je peux ajouter, des choses que je peux déplacer, etc., des choses que je peux revoir. Donc, une chose est de créer votre application, en tout cas votre data product. Une chose est de savoir le communiquer votre travail et le présenter aussi et accepter de recevoir des feedbacks. Donc, moi, je vous dis en commentaire, s'il vous plaît, donnez-moi vos retours et ce que je peux améliorer, ce que vous aimeriez que j'ajoute ou pas pour que l'application soit vraiment complète. Et pour finir, vous avez le graphique maintenant de prévision. Ici, c'était les prédictions. Donc, on regarde les prédictions dans l'échantillon. Donc, on regarde au niveau des données de test. Là, maintenant, c'est des prévisions, c'est des prédictions dans le futur. OK, je suis satisfait de mon modèle. Je peux l'utiliser pour faire des prévisions. Donc, vous voyez, je vais jusqu'en 2025. D'accord, je fais mes prévisions et ça me donne les prix pour les dates, les futures dates. D'accord, donc encore qu'il faut déjà que je sois satisfait du modèle ici. D'accord, donc j'ajouterai une métrique d'évaluation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez vous régler les hyperparamètres et je vais mettre beaucoup de paramètres de contrôle. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais m'atteler à faire. Je vais mettre beaucoup de paramètres de contrôle. Et donc, supposons que vous êtes finalement satisfait par le modèle. Vous revenez ici, vous cochez Download modèle et vous run à nouveau. D'accord? Et quand je vais run, vous allez voir, cette fois-ci, il va terminer. Regardez la phrase Prophet modèle Download successful. Donc, il m'a téléchargé le modèle. D'accord? Il m'a téléchargé le modèle sous fichier JSON. Je vais repartir dans mon environnement Visual Studio Code et vous allez voir que effectivement le modèle a été téléchargé. Donc voilà, chers amis, l'application que je suis en train de développer. Mais avant de partir regarder le modèle téléchargé, je voudrais quand même vous montrer le process AutoArima, même si je ne suis pas tellement satisfait de la performance. AutoArima, j'ai les paramètres ici qui sont là. Voilà, tac, tac, j'ai mis quelques paramètres. Je peux cocher par exemple la saisonnalité, je peux cocher qui est un option d'interception, je peux choisir mon critère, d'accord? Par défaut, il est sur AIC, mais je peux bien choisir BIC ou bien même les deux autres là, je le laisse sur AIC. Je peux choisir le solver que j'utilise, d'accord? Je peux choisir le maximum d'itération, par défaut, il est sur 50. Ok, ce sont les valeurs par défaut même qui sont mises dans le package, dans la documentation du package. Je run, il va tourner, donc je suis toujours sur Apple, d'accord? Donc effectivement, j'ai mis des catchs. J'ai fait un catching. Donc, étant donné que j'avais déjà exécuté le chargement des données Apple, ça n'a pas pris du temps pour charger cette fois-ci. Donc là, j'ai le résumé du modèle. Vous pouvez l'analyser statistiquement. J'ai le modèle, même le meilleur modèle qui est affiché ici. J'ai le diagnostic, d'accord? Le diagnostic. Et là où je ne suis pas content, et je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais j'ai tout regardé et je n'ai pas vu d'erreur dans mon code, c'est que les prédictions me donnent non. Les prédictions me donnent non. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne NaN, des valeurs manquantes. Alors que je n'ai pas de valeur manquante dans mon jeu de données. Donc, ça fait que la courbe des prix prédits ne s'affiche pas dans le graphique. J'ai fait l'essai avec, par exemple, le Bitcoin. Ça marche vraiment, ça marche bien. Vous avez les valeurs pour les prédictions, même si en réalité, c'est pratiquement des valeurs constantes partout. OK? Donc, finalement, vous avez un trait comme ça, quoi. Un trait horizontal, pratiquement horizontal comme ça. Et la performance n'est pas du tout ouf. D'accord? C'est une mauvaise, très mauvaise performance. C'est tout à fait normal parce que ce genre de phénomène financier n'est pas modélisable par des algorithmes de régression. D'accord? Ici, on est sur de l'auto-régressif. Il ne faut pas espérer grand-chose. D'accord? Et c'est pour cela que je me dis que je vais supprimer AutoArima. Je vais par exemple considérer par exemple un autre processus. Dites-moi en commentaire quels sont les processus de modélisation de séries temporelles que je pourrais ajouter. Donc, ça me fera plaisir que vous me donniez des idées. Et donc, ça, je ne vais pas encore le déployer encore parce que tout n'est pas encore rose. Je vais le laisser d'abord en local. Et je retourne à mon Visual Studio Code pour vous montrer le fichier qui a été sérialisé dans le modèle Prophet. Il est où? Alors, il doit être quelque part là.
Voilà, c'est ça. Serialize Model en JSON. Il est là. Ouais, je pense que c'est lui, hein. Voilà. Donc, je clique dessus. Et vous voyez, le modèle a été sérialisé. Il y a un code spécifique que vous pouvez trouver dans la documentation de Facebook pour faire comment sauvegarder un modèle et comment encore le charger à nouveau. Ça peut faire peur de voir qu'il est sous format JSON, mais n'ayez pas peur. Il y a un code pour charger le modèle et l'utiliser pour faire des prédictions, par exemple, sur un autre jeu de données. C'est aussi simple que ça. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous présenter. Je continue mon processus. C'est un projet qui me passionne beaucoup et je pense que je vais le finir bientôt parce que il me reste les pages Asset Allocation. J'ai déjà travaillé sur un projet pareil. Regardez ma vidéo Robot Advisor. J'ai déjà fait un truc pareil. Donc, je vais revoir ce que j'ai fait et l'améliorer et insérer tout ça dans la page Asset Allocation. Et enfin, là, je sens que là où j'aurai la plus grosse difficulté ou bien le plus gros challenge sera au niveau du backtesting. D'accord? Donc, il faudra que je fasse pareil, je me documente, je regarde comment les professionnels de la finance font le backtesting et je vais reproduire ça sous format de code. Donc, moi, j'apprends tous les jours. Je vous invite, s'il vous plaît, à apprendre aussi. La meilleure manière d'apprendre, c'est de réaliser, c'est de faire. Learning by doing, c'est ça le secret. Ne vous contentez pas de regarder un cours en ligne, un tutoriel, ou bien de suivre même seulement vos cours à l'université. Lorsque vous suivez un cours, identifiez une idée, une problématique que vous pouvez résoudre à travers cette nouvelle connaissance et travaillez à fond là-dessus. En travaillant sur cette problématique, vous allez encore même découvrir d'autres choses, vous allez explorer beaucoup de choses ensemble et au final, un projet, c'est beaucoup de compétences. Il y a les compétences managériales, les compétences techniques, les compétences de recherche, ça c'est très important, que vous allez développer. Et cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez insérer ça dans votre portfolio et faire la documentation, attirer les recruteurs sur votre profil et quand ils viendront voir, ils seront contents. Moi, quand je vais finir, je vais bien documenter mon projet, je vais l'insérer dans mon portfolio et franchement, quand un recruteur viendra voir ça, c'est vrai que je ne suis pas en recherche de mission actuellement, mais quand un recruteur vient voir ça, ça fait que mon profil est beaucoup plus attractif, d'accord? Et je peux mieux me vendre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, deuxième épisode de mon processus de développement de ma propre plateforme de trading. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un like, ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.